Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je vais parler en français. Je m'appelle Fanny Paulet, je suis directrice de l'ONG Viva Salud, qui a des partenaires en Palestine, mais aussi aux Philippines et au Congo. Et on lutte avec eux pour le droit à la santé internationalement. J'ai l'honneur de pouvoir modérer ce débat qui sera mixte cet après-midi avec 2 personnes qui seront parmi nous et 2 personnes qui se joindront à nous en ligne. Donc il y aura 4 intervenants au total. Donc nous allons plus particulièrement parler de l'intention génocidaire d'Israël. Un petit contexte. Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance historique dans l'affaire opposant l'Afrique du Sud à Israël, affirmant qu'il existe un risque plausible que des actes de génocide soient commis contre des Palestiniens et Palestiniennes de Gaza. Dans ces termes mêmes, la Cour conclut qu'au vu des circonstances actuelles, certains droits évoqués par l'Afrique du Sud sont plausibles. Elle ajoute que l'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission de tout acte dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention sur le génocide. Cette reconnaissance, certes prudente sur le plan diplomatique, marque un tournant sans précédent. Elle légitime juridiquement et politiquement l'accusation selon laquelle Israël pourrait agir avec intention génocidaire, c'est-à-dire la volonté de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. C'est cette intention, pierre angulaire du crime de génocide, que cette conférence propose d'examiner de manière approfondie. Il ne s'agit plus de débattre seulement des violations du droit international humanitaire, mais de nommer clairement un projet d'anéantissement. Les destructions massives, les discours de déshumanisation, les appels explicites à l'effacement de Gaza, tous ces éléments exigent d'être analysés à travers le prisme de l'intention. Ras Segal, qui sera avec nous en ligne, commencera en analysant comment la suprématie juive sous-tend l'entreprise coloniale israélienne et le génocide à Gaza. Olivier Corten, qui est avec nous, analysera ensuite l'argument de la légitime défense et sa pertinence pour exclure ou non la qualification de génocide. Omer Schatz, qui est également avec nous, s'intéressera à l'incitation au génocide, un crime majeur reconnu par la Cour pénale internationale. Et finalement, Noura Erakat, qui est là parmi nous en ligne, mettra en lumière l'aspect colonial du génocide en cours. Commençons avec Ras Segal. Petite introduction qui est ici. Donc Ras Segal est un historien israélo-américain, spécialiste de la Shoah, des génocides modernes et des violences d'État. Professeur associé à la Stockton University, il est reconnu pour son approche critique des mécanismes de la violence de masse, notamment en Europe centrale et au sein du projet colonial en Palestine. Il est le premier universitaire en études sur le génocide à avoir alerté, dès octobre 2023, sur la nature génocidaire de l'attaque israélienne contre Gaza. Il nous parlera ici du suprémacisme juif dans le génocide colonialiste israélien à Gaza. À vous la parole, Ras. Hello, everyone. Can you... Est-ce que vous m'entendez? To everyone in Brussels. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes à Bruxelles, et merci aux membres du Parlement européen et à toutes les autres personnes qui ont organisé cet événement à m'inviter. Et avant de commencer, est-ce que je peux partager un PowerPoint que j'ai envoyé, et si ce n'est pas le cas, je vais m'en passer. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais savoir s'il y a la possibilité de partager un PowerPoint. Oui, le PowerPoint va être partagé. Vous pouvez peut-être commencer. En octobre dernier, les Israéliens se sont recueillis à Gaza pour se préparer
à un événement. On a parlé, ont été rassemblés la Knesset, les députés et les ministres. L'objectif étant de construire une nouvelle ville juive. Et entre-temps, Israël a continué à killed on average mettre Gaza sous siège, a continué donc à perpétrer les actes que l'on connaît en tuant plus de 100 Palestiniens tous les jours depuis qu'ils ont intensifié leurs opérations et en obligeant et en forçant des milliers de Palestiniens à quitter Gaza. C'est ce qu'Israël a décidé de faire après le 7 octobre 2023. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à partager le PowerPoint. Le voilà. Bien, la suivante encore. Voici le texte. Voilà ce que Ariel Kalner, qui est membre de la Knesset, a dit le 7 octobre 23 sur les réseaux sociaux. Il a dit la Nakba pour l'ennemi aujourd'hui, Nakba, la Nakba qui va effacer la Nakba de 48. Avi Dichter est passé à la télévision israélienne le 11 novembre 23 en décrivant cette deuxième Nakba comme étant la Nakba de Gaza. Vous avez ici un exemple de photos qui ont été prises à Gaza. Ce sont des soldats israéliens qui comprennent parfaitement bien quels sont les objectifs destructeurs du gouvernement et de l'armée israélienne. Et cela marque justement un passage. On passe de la négation de la Nakba à sa perpétuation. Et on admet que la Nakba est donc un processus qui est perpétué et on invoque de la sorte une deuxième Nakba. Donc, il est difficile de passer généralement de la négation à la reconnaissance, mais ce n'est pas le cas lorsque on continue de perpétrer des actions destructrices. Les leaders israéliens, l'armée, les soldats ont documenté les crimes commis à Gaza, et ce, avec des photos, des milliers de vidéos et de photos qui ont été mises sur les réseaux sociaux, imaginant de lutter contre des animaux humains. C'est ainsi que les Palestiniens ont été définis, les Palestiniens à Gaza, et ce, en octobre 23. Ce langage explicite, animaux humains, eh bien, nous rappelle le général nazi qui avait commandé d'exterminer en Afrique la population en 1904. Et c'est ainsi qu'avait commencé un génocide en Afrique à l'époque. Donc, le génocide était conçu comme une guerre contre les barbares qui devait être colonisée. Donc, il s'agit du colonialisme des colons israéliens qui est mis en œuvre de manière massive. Les leaders israéliens ont été explicites quant à leur colonialisme. Le président israélien Herzog, le 5 décembre 23, a répondu à une question concernant les tueries en masse de Palestiniens en disant « Cette guerre est une guerre non seulement qui oppose Israël et Hamas, mais c'est une guerre qui souhaite et a l'intention de sauver la civilisation occidentale. » Nous sommes attaqués par le mal, un empire qui souhaite conquérir tout le Proche-Orient. Et si on n'était pas là, eh bien, l'Europe serait la suivante et viendrait ensuite les États-Unis.
Un mois auparavant, vers la fin du mois d'octobre, début novembre 23, Netanyahou avait fait référence à l'histoire de Al-Malek, à savoir l'histoire de la destruction d'un peuple perçu en tant que tel comme étant le mal extrême. Herzog a utilisé cette histoire pour faire en sorte que Israël soit perçu comme le protecteur de la civilisation occidentale. Et donc, Herzog a exprimé cette rationalisation blanche suprématiste en les amenant à un discours extrême et en parlant d'une matrice religieuse. International law have used Les leaders israéliens ont utilisé ce raisonnement religieux dès le début de l'assaut à Gaza, en définissant Gaza comme étant la ville du mal et en se définissant en tant que peuple de la lumière qui lutte contre le peuple de l'obscurité. Parlant d'une deuxième Nakba, ce raisonnement a été utilisé et adopté par l'armée israélienne. Une vidéo de soldats israéliens le 8 décembre démontre qu'ils sont en train d'incendier un camion qui transporte des denrées alimentaires en disant que c'est la deuxième bougie d'Hanouka. Nous sommes en train de faire pénétrer la lumière dans ce lieu obscur. Nous le faisons brûler jusqu'à ce qu'il n'en restera rien. 3 jours auparavant, le 5 décembre 23, le premier ministre israélien Netanyahou a dit dans un message aux Israéliens « Cette semaine, nous allons allumer le premier cierge de Hanouka et les soldats feront entrer la lumière dans l'obscurité. » Cette lumière, eh bien, nous allons l'allumer tous ensemble et elle resplendira dans l'obscurité. La vidéo des soldats montre que cette vision a été suivie par des actions concrètes de la part des soldats qui ont repris les mots de Netanyahou quelques jours plus tard. Slide suivant. Le 21 décembre 23, l'officier de l'armée israélienne a dit qu'il détruirait toute la bande de Gaza. Et en faisant référence au texte sacré. Cet officier a expliqué ce qu'il ferait. En fait, cela ressemblerait à ce qui est arrivé à Beit Hanoun, mais qu'il fallait faire pareil dans toute la bande de Gaza. Cet officier a dû mal interpréter les textes bibliques pour pouvoir démontrer l'aspect positif de son acte. Donc, les textes bibliques sont ici utilisés afin de justifier le génocide. Suivant. Ce capitaine Chai Hamo a posté sa propre vidéo le 30 janvier 24 en expliquant son idée de l'histoire d'Amalek et il a même dit
Avec l'aide de Dieu, nous avons détruit une grande partie de Gaza, tué des dizaines de milliers d'Amalek, mais nous ne sommes pas encore une armée morale. C'est la véritable guerre du peuple d'Israël. Et donc, il faut comprendre que chaque Arabe est suspect, raison pour laquelle il faut poursuivre tous les terroristes et les interroger. Il est moral de conquérir et de s'installer sur tout le territoire d'Israël partout, et ce, tôt ou tard. L'histoire d'Amalek est donc considérée comme étant la base d'un contexte moral qui leur permet de tuer les ennemis. Et c'est ainsi qu'est justifiée leur déshumanisation et leur installation sur les terres d'Israël. Il s'agit là d'exemples parmi les milliers de vidéos qui ont été postées par les soldats israéliens qui témoignent d'un lien évident et clair entre les décisions prises par le cabinet gouvernemental et les actions qui sont ensuite réalisées par l'armée israélienne. Slide suivant. Ces vidéos témoigne de l'intention de détruire les citoyens de Gaza. Et je cite la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Donc, il existe un lien entre les décisions prises par le gouvernement et les actions qui sont réalisées par l'armée. Il suffit de songer aux références que fait Netanyahou à Amalek pour caractériser et définir les Palestiniens en tant qu'ennemis, en tant que tels. Et c'est la raison pour laquelle les bombardements israéliens ont eu pour cible ont ciblé toutes les infrastructures, les universités, les hôpitaux, en tuant plus de 51 000 Palestiniens, y compris 17 000 enfants. Et ce, bien souvent, dans ce que l'on appelle les zones sûres, où les civils palestiniens auraient dû être protégés. C'est ce qui ressort de la description de Francesca Albanese qui a parlé de la situation dans la bande de Gaza. Il s'agit d'une sorte de camouflage humanitaire de la part d'Israël. Les dépouilles de plus de 51 000 personnes, leurs corps continuent d'être recouvertes de ruines. Et Biden, en 24, a reçu un document qui avait été signé par des scientifiques, du personnel médical et soignant qui ont fait appel justement à Biden. Les Palestiniens, considérés en tant qu'ennemis, ont poussé Gallant également à adopter des mesures pour lancer un siège total contre Gaza en excluant totalement de la sorte l'arrivée d'aide humanitaire. Ce siège total a bien sûr entraîné des déplacements forcés pour toute la population de Gaza à partir du mois d'octobre 23. La plupart des Palestiniens ont vécu des épisodes de famine, de déplacement, Israël a lancé l'équivalent de 9 bombes atomiques sur le territoire de Gaza. Et l'armée, à partir du mois d'octobre 2023, et ce sur la base de la Convention concernant la prévention et la répression du crime de génocide,
comporter une destruction physique totale ou partielle. Or, nous savons que les Palestiniens continueront à mourir en masse, et ce, du fait des conditions atroces et difficiles qu'Israël a créées, et du fait d'une destruction inédite. Il faudra des décennies, effectivement, pour enlever et éliminer tous les décombres et reconstruire la bande de Gaza. Et c'est ce dont souffriront à l'avenir tous les Palestiniens. Depuis 1 an et demi, voire plus, ces actions sont perpétuées. Nous savons que le cessez-le-feu également a été violé. Et ce, à travers la violence. Voilà le dernier slide que j'ai préparé. Eh bien, c'est ce qu'a dit Israël Katz. Le peuple de Gaza, c'est votre dernier avertissement. L'attaque récente de la part des forces aériennes israéliennes contre les terroristes d'Hamas n'a été que la première phase. Le reste sera beaucoup plus difficile, à moins que les otages israéliens ne soient libérés et qu'Hamas soit expulsé de Gaza. Suivez donc la suggestion du président des États-Unis, rendez-nous les otages et expulsez Hamas. Sinon, l'alternative, eh bien, c'est la destruction totale. De même que d'autres leaders israéliens, Katz exprime de la sorte une intention génocidaire qui demande justement le transfert forcé des Palestiniens. C'est l'intention coloniale des politiques israéliennes. Started sending WhatsApp messages to friends on October 10th with only terror. En octobre 23, les humanitaires étaient en train de dire que d'entières familles étaient tuées et que la réalité allait au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et quelques jours plus tard, on a dit on s'est endormi en octobre 23 et réveillé en 48. La situation ne peut être décrite et la réalité va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et le 13 octobre, on parlait de bombardements. Et Triba Abunat a écrit que les attaques israéliennes visent tout. Il s'agit donc d'une dévastation catastrophique, un meurtre, un assassinat de masse. Et un journaliste, quelques jours plus tard, par WhatsApp, a dit « Où sont les activistes des droits humains, le droit international, où est l'Occident? Ce génocide, a-t-il continué, devrait être interrompu immédiatement. » Alors, lorsque l'on pense à l'Holocauste, on se demande comment le monde a pu permettre tout cela. Et dans le cadre du génocide d'Israël à Gaza, certains États, comme les États-Unis, l'Allemagne et d'autres alliés occidentaux, non seulement ont permis que tout cela se passe, mais ont facilité ce génocide à travers leur aide diplomatique. Il faut mettre fin à ce génocide. Or, il s'agit d'un appel qui n'a pas été écouté jusqu'à présent. Et même si la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale ont émis un mandat d'arrêt, et ce, en dépit de nombreux narratifs qui soulignent qu'Israël est en train de perpétrer un génocide, et en dépit de ce que de nombreux universitaires, moi-même, y compris des Israéliens et des Juifs, sont arrivés à cette conclusion, eh bien, personne n'est intervenu. Or, lorsque on pense à l'Holocauste, il faudrait également penser
témoignages de ceux qui ont survécu. Et si on veut vraiment que cela n'arrive plus jamais, il faut écouter la voix des Palestiniens qui sont en train de vivre le génocide, qui font appel à nous pour que l'on intervienne le plus rapidement possible pour interrompre cette violence. Sans aide diplomatique dès à présent et en prenant, en étant du côté des Palestiniens et ce pour lutter pour la justice. Thank you, Raz. Thank you so much. Merci beaucoup. Olivier Corten est professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste reconnu du recours à la force et de l'interprétation du droit international. Il est connu pour sa lecture critique des justifications juridiques invoquées par les États en temps de guerre. Dans son intervention, il analysera la portée réelle de l'argument de la légitime défense dans le contexte des accusations de génocide visant Israël. Cet argument peut-il juridiquement écarter la reconnaissance d'une intention génocidaire ? Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Donc en effet, je voudrais vraiment dans la suite de ce qui a été dit, revenir sur deux mots qui ont été évoqués dans l'article 2 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. C'est donc viser un groupe national, religieux ou ethnique comme tel, as such dans la version anglaise. Et c'est là toute la difficulté sur le plan juridique pour pouvoir établir et qualifier une situation de génocide, c'est de se prononcer sur ces termes-là. Parce que le plus souvent, voire toujours, les États ou les personnes accusées de génocide vont considérer, vont prétendre qu'elles poursuivent d'autres objectifs que de détruire la population comme telle. Ils vont dire qu'ils ne détruisent pas la population comme telle, et ici, Israël va dire qu'Israël ne vise pas les Palestiniens comme tels, mais vise plutôt des ennemis de guerre ou des terroristes, le Hamas effectivement, mais l'idée c'est qu'Israël étant en légitime défense, Israël se défend contre des ennemis. Et dans ce contexte-là, Israël, c'est vrai, détruit un certain nombre de Palestiniens, mais finalement l'objectif n'est pas de le détruire comme tel, mais parce qu'il serait en réalité un groupe ennemi. Et puis ensuite, évidemment, va se poser la question de qui est combattant, qui n'est pas combattant, mais comme vous le savez, l'argument alors des dommages collatéraux va être évoqué. Alors je voudrais m'intéresser à cet argument qui, je le répète, est assez classique. Il est avancé par Israël devant la Cour internationale de justice face à l'Afrique du Sud, qui a repris toute une série de déclarations, dont certaines ont été rappelées ici, qui a d'ailleurs, il y a quelques semaines encore, envoyé au Conseil de sécurité un document de plusieurs centaines de pages avec une actualisation, si on peut dire. On a vu des déclarations très récentes du ministre israélien de la Défense, de toute une série, en effet, de déclarations qui montrent qu'en tout cas, de la part de toute une série d'individus en Israël, du haut commandement jusque sur le terrain, le but est de détruire des Palestiniens. Mais Israël va répondre que fondamentalement, tout cela s'inscrit dans un contexte de légitime défense qui fait que les termes comme tels ne pourraient pas être démontrés ici. Alors je vais m'intéresser donc à cet argument qui, me semble-t-il, et je suis loin d'être le seul, mais c'est controversé, il faut quand même le savoir, n'est pas convaincant pour trois raisons. Premièrement, d'abord parce qu'il y a un problème, c'est que l'argument lui-même de la légitime défense est, à mon sens, très difficile à soutenir. Donc il n'y a pas de légitime défense, donc on pourrait s'arrêter là. Mais deuxièmement, à supposer même qu'il y ait légitime défense, l'argument ne tiendrait pas parce que le texte de la Convention sur le génocide ne permet pas d'invoquer d'autres motifs si on établit en tout cas qu'il y a une intention génocidaire. Et le troisième argument, vous allez le voir, c'est qu'en pratique, la pratique montre plutôt que cet argument n'est pas convaincant, donc l'argument qui consiste à invoquer des buts de guerre en réalité pour se dédouaner de l'existence d'une intention génocidaire. Premier élément, donc premier contre-argument,
la légitime défense. Alors, je ne vais pas être trop long parce que là, je pourrais évidemment parler de ça très longtemps, mais je vais juste mentionner 3 éléments qui montrent, à mon sens, qu'il n'y a pas de légitime défense de l'État d'Israël au sens du droit international. Premier élément, d'abord, l'État d'Israël est un État occupant. Ça a été reconnu par la Cour internationale de justice dans un avis sur la situation palestinienne le 19 juillet 2024. La Cour dit elle-même qu'elle ne se prononce pas sur ce qui se passe, sur l'incidence des événements du 7 octobre et leur suite. Néanmoins, elle constate que, en gros, Israël n'a aucun argument juridique valable pour maintenir son occupation en territoire palestinien, que cette occupation est contraire à l'interdiction du recours à la force. L'occupation, c'est une des manifestations d'un acte d'agression. Si vous analysez la définition de l'agression retenue par l'Assemblée générale et qu'on retrouve d'ailleurs dans le statut de la Cour pénale internationale, une occupation, c'est un acte d'agression. Autrement dit, Israël est un État agresseur et c'est la Palestine qui est en légitime défense. Donc évidemment, c'est difficile d'invoquer la légitime défense quand on est soi-même un État agresseur. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, en tout état de cause, à partir du moment où le 7 octobre, il s'agit d'actes qui ont été perpétrés par des groupes non étatiques, et ça, c'est ce qu'Israël dit lui-même. Ce n'est pas l'État palestinien en tant que tel qui a mené ces attaques. Eh bien, Israël n'est pas la victime d'une attaque menée par un autre État. Or, si vous lisez la Charte des Nations Unies dans son ensemble, et si vous, à nouveau, vous revenez à la définition de l'agression, c'est quoi l'agression? C'est l'usage de la force d'un État contre un autre État. Donc là, il y a un problème dans la logique même de l'argumentation israélienne, c'est qu'Israël n'a pas été l'objet d'une attaque perpétrée par un autre État. Et c'est ce qu'Israël avait aussi évoqué en 2004 devant la Cour internationale de justice pour justifier la construction du mur en Cisjordanie cette fois. La Cour l'avait rejeté très très clairement en disant que Israël ne peut pas invoquer la légitime défense parce qu'elle n'est en tout état de cause. Et donc, sans même se préoccuper de son statut de puissance occupante, elle n'a pas été la victime d'une attaque de la part d'un autre État. Ce sont des groupes privés qui ont perpétré ces actes de violence. Et Israël a le droit de prendre des mesures pour garantir sa sécurité, mais pas de traverser une frontière internationale et d'aller mener des attaques en Palestine. Donc l'argument reste valable 20 ans plus tard. Et d'ailleurs, en 2024, la Cour n'est pas revenue sur cet élément-là. Troisième élément qui pose problème pour la légitime défense, c'est que quand bien même on ferait abstraction de statut de puissance occupante et du fait qu'Israël n'est pas victime d'une attaque d'un autre État, même si Israël avait une base à l'origine pour agir en légitime défense, elle aurait dû alors respecter la condition de nécessité et de proportionnalité, c'est-à-dire uniquement défendre l'État d'Israël. Et quand on dit l'État d'Israël, ce n'est pas l'État d'Israël avec les territoires, ce n'est pas le grand Israël, ce n'est pas Israël avec Jérusalem-Est et les territoires occupés. C'est Israël tel qu'on le reconnaît en droit international, c'est-à-dire dans les frontières de l'armistice de 1949, autrement dit les frontières antérieures à la guerre des 6 jours. Et Israël, même si on reprend ses propres propos, quand elle parle de légitime défense, ce n'est pas juste pour défendre le petit Israël, si on peut dire, ou Israël tout simplement. C'est pour défendre le grand Israël. Et par conséquent, là aussi, par rapport à la condition de nécessité et de proportionnalité, sans même parler, évidemment, qu'on pourrait le faire par ailleurs, de toutes les violations graves du droit international humanitaire dont on a eu toute une série d'illustrations tout à fait émouvantes et dramatiques dans la première partie de l'après-midi, même sans prendre en compte cela, en tout état de cause sur un plan strictement de la légitime défense, donc si on se place sur un plan vraiment interétatique, la condition de proportionnalité va être très difficile. Même dit que ce qu'elle veut faire, c'est défendre en réalité la poursuite de l'occupation. Et ça, c'est totalement contraire, évidemment, au droit international. Donc la légitime défense, c'est quelque chose qui est, à mon sens, et je ne suis pas le seul, très difficile à soutenir ici. Maintenant, deuxièmement, à supposer même qu'Israël soit en légitime défense,
Est-ce que alors ça exclurait la qualification de génocide? Le texte de l'article 2 de la Convention sur le génocide ne le dit pas. Il faut, mais il suffit, dit le texte, de montrer qu'on vise un groupe comme tel. Si par ailleurs on vise d'autres objectifs, ça n'entraîne pas une disparition ou une dilution du génocide qui serait aspirée en quelque sorte par d'autres objectifs. Évidemment, lorsque la notion même de génocide a été élaborée et conceptualisée en droit international, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est après la Shoah. Et si vous reprenez la Shoah, évidemment qu'il y avait l'objectif de détruire les Juifs comme tels, mais il y avait aussi d'autres objectifs. Si vous reprenez l'idéologie nazie de l'époque, eh bien, il y avait l'espace vital. Il y avait aussi cette idée que c'était la seule manière, finalement, pour le peuple allemand de se défendre ou de poursuivre, finalement, son développement. Bon, je ne vais pas reprendre toute cette idéologie dont vous avez certainement quelques connaissances, mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que, bien entendu, ça n'a aucune incidence sur la qualification de génocide. Il faut, mais il suffit, qu'il y ait une intention de détruire un groupe comme tel. Or, si on reprend les déclarations qui ont été évoquées il y a quelques minutes, et si on reprend toutes celles par ailleurs que l'Afrique du Sud mentionne dans ses documents, c'est difficile de contester qu'il y ait une intention de détruire une partie, parce que c'est en tout ou en partie, dit la Convention, des Palestiniens comme tels, à partir du moment où elles les assimilent tous au Hamas ou à des terroristes ou à des ennemis, soit directement, soit à tout le moins comme complices, et que dès lors on s'estime, et c'est ce que disent les Israéliens, en tout cas toute une série d'entre eux, fondés à les détruire, à les exécuter massivement comme on le constate depuis maintenant des années, eh bien ça suffit, dit le texte de la Convention. Troisièmement maintenant, et c'est le dernier élément, c'est aussi quelque chose qui ne colle pas finalement avec la pratique. En pratique, il y a très peu de génocides qui ont été déclarés comme tels par des juridictions internationales, toujours à cause de cette exigence très très haute de la destruction du groupe comme tel. Il y a 2 cas, en tout cas par des juridictions internationales, c'est le Rwanda et c'est Srebrenica. Dans le cas du Rwanda, les génocidaires, évidemment, avaient, prétendait-il, d'autres objectifs. C'était de gagner la guerre, puisqu'il y avait à ce moment-là une guerre entre, d'une part, les forces armées rwandaises et, d'autre part, le Front patriotique rwandais, qui était soutenu d'ailleurs par notamment l'Ouganda. Et les forces armées rwandaises étaient soutenues aussi par certains États, comme la France, comme on le sait. Eh bien, il y avait donc un contexte de conflit armé. Ça n'a en rien été retenu comme pertinent pour atténuer ou contrebalancer l'autre objectif qui a été établi, qui a été de détruire les Tutsis. Alors comme tel, puisqu'on parlait des Tutsis très très clairement, tout comme on parle des Palestiniens très très clairement aujourd'hui en Israël. Pour Srebrenica, c'est tout aussi évident. Le général Mladic, qui a été quand même le principal responsable de ce massacre qu'on se qualifiait de génocidaire, avait d'autres objectifs. Et ça n'a pas manqué d'être souligné. C'était la conquête de territoire. C'était là encore un objectif militaire. C'était lutter et abattre l'ennemi. Et ça n'a là encore pas été pris en compte comme un élément, même pas d'atténuation, mais tout simplement pertinent pour exclure la qualification de génocide si par ailleurs, et c'était le cas, l'intention pouvait être établie. Alors, cet élément de pratique, je viens de citer la jurisprudence, il est aussi intéressant d'examiner la position de toute une série d'États, puisque devant l'affaire donc Afrique du Sud, Israël, dont on a déjà parlé, mais aussi une autre affaire en parallèle entre la Gambie et le Myanmar, avec le génocide des Rohingyas, en tout cas l'accusation de génocide de Rohingyas à l'encontre du Myanmar, où là aussi le Myanmar dit non, c'est pas parce qu'ils sont Rohingyas, mais c'est parce que ce sont des ennemis, des terroristes, etc.
eh bien, une série d'États sont intervenus. C'est un terme un peu technique de procédure, mais ça veut dire que ce sont des États qui vont donner leur avis sur l'interprétation de la Convention sur le génocide, notamment d'ailleurs des États européens dans l'affaire Myanmar. Et c'est très intéressant d'examiner leur interprétation. Ils excluent totalement cet argument du Myanmar, cet argument selon lequel, parce qu'on combat un ennemi, que ce soit en légitime défense ou dans une guerre civile, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une intention de détruire le groupe comme tel. C'est très clair de la part de ces États européens qui sont là pris un peu à leurs propres propos, puisque si on transpose cela à Israël, il ne fait pas de doute, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans toute une série de déclarations d'autres États très variés. La Colombie, par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, toute une série d'États qui reprennent, là encore, cet élément selon lequel l'intention génocidaire, si elle existe, ne peut en aucun cas exclure la qualification de génocide. 30 secondes de conclusion pour rester dans les temps. Je voudrais juste terminer en disant que voilà tous les éléments qui, à mon avis, montrent que cet argument n'est pas convaincant. Je ne sais pas honnêtement ce que la Cour internationale de justice va dire, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté et les débats autour de ce type de questions. Mais je voudrais quand même signaler une chose en concluant. Quand bien même il n'y aurait pas génocide, il y a bien entendu crime contre l'humanité et crime de guerre. Le crime contre l'humanité, c'est l'attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Là, ça devient très très difficile à exclure et à contester ici. Il y a aussi poursuite de l'occupation, violation du droit à l'autodétermination. La Cour internationale de justice l'a dit, violation de l'interdiction du recours à la force. Et donc, de toute façon, il y a une obligation pour tous les États tiers, et la Cour, là encore, l'affirme, de faire tout ce qui sont en leur pouvoir pour tenter de prévenir, d'arrêter ces violations continues des normes les plus impératives du droit international. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le piège, ce n'est pas tout ou rien. Quand bien même il n'y aurait pas génocide, par ailleurs, il y a des obligations très claires de la part d'Israël, bien sûr, mais aussi de la part de tous les États tiers qui sont tous concernés parce que ce sont des obligations qui sont considérées comme des obligations impératives qui visent toute la communauté internationale. Et donc il y a des obligations qui, à tout le moins, interdisent de livrer des armes à un État dont on sait très bien qu'il les utilise pour poursuivre ces violations du droit international les plus graves, génocide, mais pas seulement génocide. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ne laisse pas beaucoup de doutes. Nous allons maintenant retourner en ligne pour écouter Noura Erakat, qui est professeure en études africaines et justice pénale à l'université Rutgers. Elle est autrice de Justice for Some et figure de référence dans l'analyse critique du droit appliqué à la Palestine. Juriste, chercheuse et militante, elle conjugue engagement et rigueur académique pour dévoiler les logiques coloniales sous-jacentes au cadre juridique international. Dans son intervention, elle analysera comment le génocide en cours à Gaza ne constitue pas un événement isolé, mais est profondément enraciné dans la structure coloniale de la domination israélienne. Noura, nous vous écoutons. Thank you for having. Merci de m'avoir invité. Je suis honorée de faire partie de cette table ronde et je vais commencer par ce qu'ont dit les personnes qui m'ont précédé. Pour répondre à la question de cette réunion, peut-on parler de génocide? Eh bien, la réponse est bien sûr comment l'appeler autrement, ce serait malhonnête. Et la véritable question ici, c'est une question politique et pas une question juridique. C'est une controverse politique et pas juridique. Et c'est ce qui devrait nous interpeller. En fait, il s'agit d'un génocide et le meurtre de 50% de la population de moins de 18 ans de la part d'Israël à Gaza, c'est une guerre contre les enfants. En attaquant la Palestine directement, en détruisant 92% des bâtiments résiduels, en évitant
tout en éliminant la nourriture, les hôpitaux, etc. Donc, non seulement Israël les tue maintenant, mais est en train de mettre à mal l'avenir des Palestiniens. Et donc, ce futur est en cause, et donc c'est un génocide. Et ce, en dépit justement des possibilités, il reste des controverses concernant l'Occident. Pourquoi? Eh bien, les points les plus importants, les points de langage les plus importants, en fait, c'est que Israël ne cible pas les Palestiniens, mais Hamas. Et donc, ça veut dire que, bien sûr, la personne qui m'a précédé a déjà dit, en fait, que il y a des possibilités que le territoire soit occupé et que le pouvoir et la force d'occupation est responsable de ce qui se passe sur ce territoire. Mais avant tout, je voudrais partager un certain nombre de statistiques. 2% au moins de la population à Gaza a été tuée, et c'est le pourcentage minimum et qui n'est pas basé justement sur ce qui a été enregistré au niveau des satellites. De nombreux enfants, bien sûr, sont dans le lot, et le nom des enfants qui ont moins d'un an remplissent les 14 premières pages du document qui a été rédigé par les Nations Unies. 1500 Palestiniens environ ont survécu à leurs familles, aux nombreuses familles qui ont été détruites. Et selon les Israéliens, eh bien, ces chiffres découlent du fait que Hamas a essayé d'utiliser les Palestiniens en tant que bouclier humain, y compris les mineurs. Cependant, je souhaite mentionner les tactiques de l'armée israélienne à cet égard. Les enfants. Les enfants sont tués par les tireurs d'élite et ne peuvent on ne peut leur porter secours parce que les Israéliens ont détruit le plus grand hôpital pour la fertilité, y compris 4000 embryons, et soumet également les détenus à des abus et violences sexuelles, et décroche des bombes dans les zones sûres également, où les déplacés cherchent refuge. Ils ont détruit plus de la moitié des installations de désalinisation à Gaza, dans la bande de Gaza. Ils ont détruit des entreprises, des bibliothèques, des universités, des boulangeries, des mosquées, des églises. Ils ont détruit avec des bulldozers. Ils sont également passés avec des bulldozers sur bon nombre de cimetières en les détruisant. Ce sont là les objectifs de l'armée. Et c'est donc la population civile qui est leur objectif. La destruction donc du peuple palestinien. Et ce, pour arriver à une sécurité à long terme pour Israël, en prêchant la sécurité de la Palestine, qui est liée à la destruction du peuple palestinien. Israël a imposé une occupation militaire en Cisjordanie pendant 58 ans et a mis sous état de siège 2 800 000 Palestiniens. Il n'en reste que 2 millions aujourd'hui. Et ils l'ont fait pendant des années. Et ce que nous avons vécu au cours de cette dernière année et demie est certes l'épisode le plus cruel et violent de la Nakba qui est en cours. Mon collègue l'a dit à maintes reprises, il s'agit d'une Nakba. Et le ministre de l'Agriculture a dit qu'il s'agit de la Nakba de 2023. Il s'agit donc d'une campagne qui va au-delà de la bande de Gaza, qui va au-delà de cette dernière année et demie et qui a provoqué le déplacement de milliers de Palestiniens qui ont quitté la Cisjordanie et la bande de Gaza. Tout
tout cela en fait, pour construire un lieu touristique. Et c'est la raison pour laquelle le retour de 300 000 Palestiniens au début de 2025 a vraiment été incroyable parce que en 8 décennies de Nakba, pour la première fois, on a pu assister au retour en masse de Palestiniens. Un retour qui témoigne des aspirations nationales des Palestiniens. Un Palestinien raconte ce jour-là, j'ai marché pendant des kilomètres et je suis rentré à Gazaville et en dépit des cruautés, les Palestiniens ont refusé de se rendre et c'est la raison pour laquelle les Palestiniens sont considérés comme étant une menace pour la sécurité parce qu'ils disent on refuse de disparaître. La Nakba est encore en cours et pareil pour la résistance de la Palestine qui lutte contre son élimination. Alors pourquoi la Convention sur le génocide ne parvient-elle pas à appréhender l'ampleur de ce qui se passe? C'est évident que les raisons sont politiques, mais la jurisprudence de la Cour de justice internationale a été interprétée pour absoudre les pouvoirs coloniaux face à leurs responsabilités. Et le génocide est le seul crime ayant pour objectif d'exterminer une population compte tenu de caractéristiques précises et sur la base justement de caractéristiques qui ont trait à la race, à la religion ou à l'origine. Et avant même qu'on en arrive à rédiger la Convention sur le génocide, il nous faut démontrer deux éléments. L'intention d'une part et le fait que les actes sont perpétrés à l'égard d'un groupe précis. Le texte final du traité dans la définition de génocide n'a pas inclus des éléments significatifs. La destruction n'était limitée qu'à la destruction physique, en excluant la destruction de l'existence politique, économique et religieuse. Toutefois, en fait, durant la rédaction, on avait suggéré l'introduction de ces éléments, mais cela aurait pu entraîner des problèmes pour les puissances coloniales. Le génocide culturel avait été inclus initialement, mais a ensuite été exclu du traité. Et différentes tentatives ont été faites, mais vaines, pour réintégrer cet aspect. Donc, le traité final et la convention finale n'ont pas établi un lien entre les aspects biologiques de survie et le territoire sur lequel se trouve le peuple. Et les modalités d'interprétation de la part de cours telles que la Cour de justice internationale impliquent que l'intention précise de détruire un groupe est interprétée de la manière la plus limitée possible, en excluant donc la destruction systématique d'un groupe, ce qui est, comment dire, l'aspect classique de l'histoire coloniale. Dès lors, la Convention ne s'applique pas à la destruction d'un groupe politique, en excluant les groupes qui partagent une affiliation politique, et en particulier en ce qui concerne d'éventuels conflits de guerre et de contraste avec des régimes. Pour les puissances occidentales, il faut conserver le monopole sur l'intention génocidaire. Et c'est ce qui fait la distinction entre l'Holocauste et tout autre génocide. Dans le passé, des universitaires ont dit que les Juifs
avait été tué avec une autre intention. Mais en dépit des évidences, des preuves historiques qui ont été recueillies, on a démontré que les nazis ont été inspirés par des textes précédents. Et ces textes soulignent également que l'objectif, c'était les Juifs, parce qu'ils voulaient limiter les ambitions impérialistes de l'Allemagne. Cela signifie donc que leurs opérations étaient le résultat d'une logique appliquée. Cela s'applique également à la Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, où la Cour de justice internationale a souligné qu'une distinction subtile existait entre le nettoyage ethnique, l'épuration ethnique et le génocide, en décidant que l'intention, à l'exception du massacre de Srebrenica qui a représenté un génocide, eh bien que tout le reste n'était que l'expression d'un crime d'épuration ethnique. Dans le cas des Palestiniens, la Nakba de 47 ou 40 et 48 a été menée de l'avant alors que le texte de la Convention était en train d'être rédigé. Israël est et en fait ne pouvait être l'État qui avait mis en place un acte de génocide. Et en plus de la visibilité de la Nakba, cela fait que le cas d'espèce, du point de vue juridique, est très certainement un défi majeur. 15 juges sur 17 ont estimé que le crime de génocide était plausible. Mais, je le répète, c'est un problème politique et non un problème juridique. Si on songe au Soudan, en janvier, l'administration Biden a estimé que ce qui est en train de se passer au Soudan est un génocide. Et lors d'une interview, Beth Van Schaak, ambassadeur des États-Unis, avait dit qu'ils en étaient arrivés à cette conclusion du fait du meurtre sur la base d'une appartenance à un groupe ethnique, étant donné que l'objectif était d'éliminer un certain groupe ethnique. L'ambassadeur des États-Unis a souligné qu'il s'agissait d'une manifestation génocidaire. La personne qui l'a interviewé a permis à l'ambassadeur de conclure et lui a dit, sur la base de ces normes et en tenant compte de ce qu'au Soudan, on est en train de parler de génocide, est-ce que vous n'arriverez pas à la conclusion qu'Israël est en train de mettre en place des actes génocidaires? Et là, l'ambassadeur a cité la solution des deux États, et le modérateur a continué à en insister en disant que ce n'était pas là la question qu'il avait posée et a continué de lui demander si on ne pouvait pas arriver à la même conclusion pour Israël. Et à la fin, l'ambassadeur a dit que c'est un sujet que la Cour internationale de justice se doit d'aborder et que seuls les juges peuvent trancher. Les États-Unis n'ont pas fourni de preuves de génocide au Soudan, si ce n'est que lorsqu'ils ont considéré qu'un génocide était en cours.
Ce à quoi on assiste eh bien, est évident. Aux États-Unis, on assiste à une contre-révolution où les étudiants sont arrêtés et sont déportés sans aucun procès. Et donc, je vous encourage aujourd'hui à agir cependant de manière claire parce qu'il faut absolument créer ce pouvoir politique qui est nécessaire pour souligner des faits qui sont clairs et sans équivoque. Thank you so much. Merci, merci beaucoup, Nora. Passiamo adesso. Omar Schatz. Il est juriste international, directeur juridique et cofondateur de l'organisation Frontlex, qui engage des actions en justice contre les politiques migratoires européennes. Chargé d'enseignement à Sciences Po Paris et avocat auprès de la Cour pénale internationale, il se spécialise dans la justice internationale et les droits humains. Dans son intervention, il se penchera sur le crime d'incitation au génocide à Gaza, reconnu comme le 5e crime relevant de la compétence de la CPI. À vous l'honneur, merci. Thank you very much. Je suis le tout dernier, donc tout a été dit, essentiellement. Mais tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation et je remercie également les intervenants de la première table ronde. C'était difficile à suivre. In Gaza, but Je n'ai jamais été à Gaza, mais uniquement en regardant les images, il est difficile de comprendre l'impact de tout ce qui se passe sur la vie de tous les jours. Donc merci pour vos témoignages. Et merci également aux victimes palestiniennes, notamment à la victime palestinienne que je représentais dans l'affaire que j'ai intentée. finally to the students. Et j'aimerais également remercier les étudiants qui ont travaillé avec moi pour ce dossier. Pour nous, c'était une sorte de thérapie également. On a fait quelque chose face à ces événements terribles, épouvantables. Everything has been said on the Tout a déjà été dit concernant l'intention et concernant les difficultés de prouver le crime de génocide sur le plan factuel et juridique. En tout cas, quelques remarques d'introduction. L'intention, c'est l'intention de détruire une collectivité, non pas uniquement en la tuant. Il ne s'agit pas uniquement d'une destruction physique, mais il s'agit également d'une destruction politique. Il y a plusieurs moyens pour détruire un groupe national. Et l'un des actes concerne les conditions de vie qui sont imposées, des conditions de vie difficiles qui sont imposées, et aussi le déplacement des personnes. Et puis, il y a un autre commentaire concernant l'intention. Comment peut-on prouver l'intention? On a parlé de loi, on a parlé de convention, on a parlé de jurisprudence, mais comment peut-on prouver au tribunal l'intention? Il faut trouver un plan, il faut prouver qu'il y a un plan pour une solution finale. Et les autres intervenants ont déjà parlé de cet élément. Le plan d'il y a quelques années. Mais en tout cas, the most straightforward way to prove it le moyen pour prouver
L'intention, c'est déduire l'intention de la conduite sur le terrain. Et à mon sens, And the war, and how can we il faut prendre en considération en général la guerre. Comment peut-on trouver l'intention de génocide s'il y a aussi la volonté de gagner une guerre? À mon avis, aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, toutes les lois concernant les conflits armés ne sont pas pertinentes. Ce qui se passe actuellement à Gaza n'est pas uniquement de la guerre. Même s'il s'agit d'une guerre, franchement, value in referring to international humanitarian à mon sens, il ne faudrait pas parler d'un droit humanitaire international. Si on dit que tout le monde à Gaza est un terroriste, fait partie du Hamas, can be targeted, there are no si tout le monde peut être ciblé, s'il n'y a pas de civils et s'il n'y a pas de victimes innocentes, comment peut-on appliquer tous les principes prévus par le droit humanitaire? En outre, aujourd'hui, il n'y a essentiellement pas de conflit, pas d'hostilité. Il y a uniquement ces campagnes de bombardement dont la population civile fait l'objet. Après la fin du cessez-le-feu, il n'y a même pas de fonctionnaires d'organisations humanitaires. of the small territory of Gaza. Et 17% du territoire de Gaza aujourd'hui n'est pas disponible pour la population de Gaza parce que c'est une zone tampon. Donc, je ne connaissais pas ce rapporteur spécial. Proportionality and Comment peut-on parler de proportionnalité, de nécessité également? Et aujourd'hui, même si on demande aux politiciens, Trump's plan. on dit on est en train de mettre en œuvre le plan de Trump. C'est le ministre d'Israël qui le dit. Any genocidal plan. And you saw the citation Professor Segal screened on the Ministry of Defense, and so on and so on. So I think that today intent is quite yeah. And now the part of the reason that on going to the ICC and going to individual criminal responsibility as opposed to state responsibility before the ICJ was exactly the difficulty to establish intent of a state before the ICJ. So yeah, the convention sets a high bar. The case law raises even this bar. Assez élevé. The ICJ. Et à mon sens, il faut rappeler que la Cour internationale de justice, jusqu'à présent, n'a jamais condamné un État pour génocide. Jamais, jamais. Par conséquent, il est difficile de prouver l'intention. Lorsqu'on a commencé à travailler sur cette affaire, la situation était un peu différente. Il n'est pas facile de prouver l'intention sur la base d'un plan, sur la base d'une conduite. Donc, on s'est dit, il faut prendre en considération les déclarations par rapport à ces plans. Et c'est pour cela qu'on a parlé d'incitation au génocide. J'ai du mal à comprendre ce que j'écris là.
En tout cas, malgré toutes ces difficultés, notre point de départ, c'était la Cour internationale de justice qui a prouvé la plausibilité, un certain seuil de preuve qui est suffisant pour définir les risques. 15 or 16 justices include Et plusieurs juges se sont prononcés. court Et le juge de la Cour suprême israélienne s'est prononcé. Et on a démontré au procurateur de la Cour internationale de justice que l'on peut traduire ce standard par la constitution de la Cour internationale de justice, comme quoi le crime a été commis. Ce standard permet au procureur de mener une enquête en Palestine. Ce standard de plausibilité a entraîné la prise de 6 mesures provisionnelles. L'une de ces mesures concerne justement l'incitation au génocide. Le Cour international de justice a ordonné à Israël de poursuivre pénalement ceux qui incitent au génocide. Ils ont identifié 3 auteurs de génocide et la Cour internationale de justice a ordonné au gouvernement de les poursuivre pénalement. C'était le mois de janvier 2024. On a attendu jusqu'au mois de novembre 2024 quand le conseiller juridique d'Israël a dit qu'il ne mènerait aucune enquête pour incitation au génocide. Après quoi, le procurateur de la Cour pénale internationale a été saisi et il y a eu la volonté de poursuivre pénalement le crime de génocide. Et la responsabilité passe à la Cour internationale de justice. Donc la situation est la suivante. Israël n'a pas respecté la mesure de la Cour internationale de justice concernant la poursuite pénale de l'acte de génocide et maintenant le procureur aussi de la Cour pénale internationale est en violation. ongoing investigation. And now to the crime itself. Et maintenant pour ce qui est du crime, ce que l'on a montré, c'est que Are used to think of même si les avocats pensent qu'il y a uniquement 4 crimes, le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et un autre, l'incitation au génocide, c'est un crime individuel qui peut faire l'objet d'une poursuite pénale sans devoir prouver le crime principal. C'est une exception. Si on veut accuser quelqu'un de complicité, il faut prouver le crime principal. Et le génocide fait exception à cette règle. On peut poursuivre l'incitation au génocide sans prouver qu'il y avait effectivement une tentative ou une commission de génocide, ce qui nous a permis de commencer notre recherche et d'intenter une action en justice. Donc il y a eu un acte qui peut faire l'objet d'une poursuite, même si le procureur n'arrive pas à prouver le génocide.
Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'adopter cette approche. And the hierarchy in the chain of command. And secondly, En outre, l'intention humaine est compréhensible. On peut comprendre ce qu'une personne voulait faire, à la différence de l'intention d'un État qui est plus difficile à prouver. Mon collègue a cité beaucoup d'éléments intéressants. that are in our brief. Juste quelques citations. The supply of energy, water, and Par exemple, on a, il faut éviter que les autres peuvent accéder à Gaza. Et donc, les personnes ont deux choix. Ils peuvent rester et mourir ou bien partir. La situation d'Israël est rendre Israël un lieu où on ne peut pas vivre de manière temporaire ou permanente. Les habitants de Gaza doivent partir d'ici 12 heures en partant pour l'Égypte. Et voilà, c'était le début. Et donc, vous voyez comment tout cela s'est développé, ce qui vous donne donc une idée de comment il est possible de déduire une intention sur la base d'une conduite, mais aussi sur la base d'une déclaration. Créer un problème humanitaire à Gaza, c'est un moyen pour atteindre notre objectif. Et la conclusion est assez claire. Israël ne lutte pas contre une organisation terroriste, mais contre l'État de Gaza. L'État de Gaza est un peu comme l'Allemagne nazie. La lutte devrait être gérée de manière conséquente. Et qui sont les femmes de Gaza? Ce sont les mères ou bien les sœurs ou bien les femmes de assassins de Hamas. Des épidémies au sud de la bande de Gaza vont nous aider à gagner notre guerre. Donc, si on provoque des morts parmi les soldats, mais aussi les fonctionnaires, les administrateurs des hôpitaux, ceux qui travaillent dans les écoles et toute la population de Gaza. Un journaliste l'avait bien dit. But a very influential journalist, Tzvi Cheskeli, was saying IDF should have launched a more fatal attack with 100,000 killed. Yes, Il faut lancer une attaque meurtrière avec des centaines de milliers de personnes tuées. Il y a 20 000 membres de Hamas. Je ne sais pas qui était impliqué, je ne sais pas qui est innocent ou pas. Hamas est un régime. Même s'il s'agit d'un instituteur, d'un fonctionnaire, tout le monde est un membre de Hamas à Gaza. L'objectif étant lutter contre Hamas et ces personnes sont notre cible. L'extermination doit être totale. Il faut effacer la mémoire d'Amalek. Et en conclusion, avant de terminer, comme mon collègue l'a dit, Yugoslavia, we had such direct and public statements calling others to commit genocide. And again, the purpose of this crime, the reason why this crime was criminalized as such, without the need to prove the main crime, genocide. Que cette conduite est considérée comme un crime. Toute campagne génocidaire est une incitation au génocide. Et il faut absolument poursuivre ce crime pour empêcher tout génocide. Donc, le fait que le procureur de la Cour pénale internationale n'a pas poursuivi ces personnes, eh bien, est inacceptable. Il y a un risque de maintenir cette campagne génocidaire. Et une autre citation, on peut créer une situation comme quoi dans 2 ans, à Gaza, il y aura moins de la moitié de la population, un monde différent. Toutes les discussions sur le day after seront différentes. Et là, il s'agit d'un moyen pour
provoquer une migration volontaire. Donc le risque ne concerne pas uniquement Gaza. Pour Gaza, il est trop tard, mais le risque est toujours là. Le risque pour d'autres zones de la Palestine également. Donc je n'ai plus de temps à ma disposition. Arrest warrant, the pro-Israel champ Dans la Cour pénale internationale, but of course it's a joint criminal enterprise, what we call in international criminal, a décidé calculated to bring about the que les conditions ont été créées pour détruire ce groupe. Voilà, ce sont 3 juges qui ont émané cette décision et cette conduite est toujours là. to bring about the destruction of a group is word by word. It's again the text. Des conditions pour amener à la destruction du groupe. Et en outre, cette destruction est en cours. Et le procureur n'a pas de choix. Il doit poursuivre pénalement l'incitation au génocide pour mettre fin à ce génocide. Et en conclusion, Complicity. tout ce qui est de la complicité des États occidentaux, il y a une complicité parce qu'on livre des armes et l'Union européenne, lorsqu'on demande comment ça se fait que les États de l'Union européenne n'agissent pas, le procureur de la Cour internationale de justice Crimes against you. dit que les crimes contre l'humanité Towards the EU about et quelle est en outre l'attitude de l'Union européenne à l'égard de la migration. Le procureur de la Cour pénale internationale a dit qu'il y a des crimes contre l'humanité, contre les personnes qui se déplacent sur la route de la Méditerranée. Il y a des milliers de personnes qui ont été tuées, qui se sont noyées. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été déplacées dans des camps de concentration en Libye. Il y a aussi des Palestiniens. to Et là, c'est en fait une attitude criminelle de la part de l'Union européenne. L'Union européenne et des fonctionnaires de l'Union européenne aident en fait les auteurs de ces crimes en Libye. Donc d'un côté, il y a la complicité, de l'autre côté, il y a l'état de droit. Il s'agit de crimes internationaux. Les acteurs occidentaux participent à ces crimes. Si l'Italie n'applique pas les règles de la Cour pénale internationale et si elle émet un mandat d'arrêt, s'il y a des mandats d'arrêt qui sont émanés et l'INALI ne les arrête pas, eh bien, il y a complicité. Si les mandats d'arrêt ne sont pas respectés, il y a une forme de complicité à cette atrocité, à ces crimes. Merci beaucoup. Merci à nos 4 orateurs et oratrices d'avoir pour nous approfondi cette notion d'intention de génocide qui nous paraît un peu plus claire maintenant. C'est le moment des questions. N'hésitez pas à être le plus concis possible et aussi à pouvoir déterminer à qui vous voudriez poser votre question. Merci. Alors, là, j'ai la première question. Je vous en prie. Thank you very much. I'm Alba.
Merci beaucoup. Je suis d'un média espagnol et je voudrais adresser ma question à Noura El Akat, mais les autres peuvent répondre eux aussi. Mais je suis très intéressée par sa réponse en particulier. Vous avez dit qu'il ne s'agit pas d'un sujet juridique, mais bien politique. Mais qu'est-ce qui se passe si on perd l'aspect juridique? Qu'est-ce qui se passe si la Cour internationale de justice dit en fait que c'est un génocide en fin de compte? Merci. Noura, it is okay for you. Noura, est-ce que tu as entendu la question? En fait, alors si j'ai bien compris, et je vous demande pardon, est-ce que vous avez dit que c'est un sujet politique mais pas juridique? Mais qu'est-ce qui... Voilà, oui, alors j'avais compris. Parce que le micro ne fonctionnait pas. Bien, alors, je vais répondre de deux manières différentes. Alors, d'une part, c'est une chose de dire que, honnêtement, à ce stade, vu ce que l'on sait, eh bien, c'est moins un problème de ce que la loi peut nous dire concernant la situation palestinienne. Donc, si on se demande ce qui est en jeu pour moi, on se demande ce qui est en jeu pour le droit en général. En fait, il s'agit d'un génocide colonial. Et donc, les textes nous permettent de nous interroger. Et c'est de la même manière, justement, que la Cour internationale de justice et sa légitimité ont été vraiment mis en risque parce que, en fait, il y avait beaucoup de cas dont peu étaient du continent africain et 3 seulement ont été, comment dire, traités pour dire qu'il ne s'agit pas de pays non du Sud. Et donc, la Cour était entre l'enclume et le marteau. En fait, on punissait d'une part un pouvoir colonial, mais on perdait complètement la légitimité de la Cour. Et en fait, on perdait cette légitimité si on ne parvenait pas justement à identifier ce cas paradigmatique en l'appelant par son nom. Donc, bien sûr, il y a énormément de choses que l'on peut critiquer pour la Cour pénale, mais je crois qu'ils ont en fait tenu compte de la perte de légitimité. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe également. Mais ce que je pense, eh bien, c'est que la Cour internationale de justice a eu un support global. Et là, je souhaite dire ce qui va se passer après. Eh bien, c'est ce qu'on continue de faire au niveau politique pour alimenter un environnement où c'est le seul résultat possible auquel on pourrait aboutir. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ma réponse. Eh bien, nous avons vu également, en fait, une manière dont la procédure est en train de s'interroger. Et c'est clair concernant, par exemple, le Gambia contre le Myanmar, où 6 États sont intervenus pour dire que la CIG a ajusté sa jurisprudence en fonction du nombre d'enfants touchés, qui devrait être indiqué en tant que génocide. Et cela nous indique que le droit tel qu'on le connaît est dynamique et que même si les standards, les normes peuvent changer, eh bien, pour que cela change, on a besoin d'aide et d'intervention. Et tu m'as demandé ce qui est en jeu. Eh bien, ce qui est vraiment en jeu pour la CIG, eh bien, c'est que ça n'arrive pas à cette conclusion. Et ce qui est vraiment en jeu, c'est ce qui se passera entre-temps et qui va nous amener à ce point-là. Et ce qu'on va continuer à faire, en fait, ça veut dire interpeller nos propres tribunaux ou en fait les tribunaux populaires ou d'autres tribunaux qui seront organisés. Et puis il y a des livres qui sortiront, des témoignages qui sont recueillis, les archives, etc. Alors récemment, l'Allemagne vient de reconnaître un génocide et la France finalement a reconnu elle aussi
que c'est injuste, justement, en fait, de ce qui s'est fait à Haïti. Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis ne reconnaissent pas le génocide des indigènes en Islande. Donc, ce sont toutes des choses sur lesquelles on doit continuer à travailler pour garantir un avenir. Et en sachant que nous sommes là, ici, pour le moment, mais qu'il y a un avenir devant nous et que nous devons jeter un pont pour y arriver. Donc, je vous encourage à faire tout ce qui est possible et ne pas être déçu de ce qu'a fait la CIG récemment. Thank you, Noura. Merci, Nora. Une autre question de ce côté-là? Willy, je suis un eurodéputé danois. Merci à chacun d'entre vous pour votre intervention. Et je voudrais poser une question concernant ce qu'a dit Monsieur Segal et Monsieur Schatz avec des citations brillantes. Est-ce que vous pouvez les partager avec nous? Parce que notre travail au cours de ces 2 jours est de disposer justement de ces citations, de la part de militaires et de ministres, etc., qu'on pourrait utiliser. Et cela nous aiderait dans notre travail. Merci. Maybe Mr. Segal, you can answer. Monsieur Segal, est-ce que vous voulez répondre peut-être? Yeah. Oui, merci. Oui, bien sûr, tout à fait. What I quoted is quite well. Toutes les citations que j'ai lues sont du domaine public, mais je peux les partager. Je souhaite en fait souligner un point, vu que j'ai la parole, pour dire que l'un des sujets que j'essaye de formuler, et bien sûr, il y a des milliers et des milliers de vidéos de soldats et d'officiers, etc., qui montrent effectivement l'intention génocidaire qui est comprise telle qu'elle est entendue sur le terrain par les soldats et les officiers. Donc, c'est en fait ce lien est évident et il faut démontrer effectivement qu'il y a justement cette intention qui façonne la politique également. Je sais qu'il y a énormément de groupes universitaires également qui sont en train de travailler avec ces vidéos pour demander justice et justement la redevabilité aussi. Donc, il faut faire en sorte que ces officiers et ces soldats soient en fait, traînés en justice. Oui. Alors, pour moi aussi, il y a 170 pages qui sont disponibles en ligne où toutes ces citations sont recueillies. Donc, tout cela est disponible et je vais profiter de ce point de la parole pour préciser un point. Le point de départ est que le génocide, c'est quelque chose de complexe parce qu'il faut démontrer l'intention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intention. La difficulté, c'est de démontrer qu'il y a une intention. Et en fait, ça, c'était la difficulté. Et puis, l'incitation, en fait, le crime de génocide, c'est une chose. Et puis, l'incitation au génocide ne demande pas que le génocide soit prouvé. Mais, en fin de compte, et c'est une réflexion qui m'est venue après ce qu'a dit le professeur Segal, eh bien, bien sûr, il faut s'en tenir sur les déclarations, ce qui se fait sur le terrain. Et si on peut poursuivre la citation au génocide, eh bien, ces déclarations, en fait, fournissent, de la substance aux intentions qui manquaient au départ. Mais toutes ces déclarations, effectivement, sont disponibles en ligne. Il y a une question ici, puis une autre là devant. S'il vous plaît, soyez bref dans vos questions et vos réponses également, de façon à ce qu'on puisse recueillir le plus grand nombre possible de questions. Oui, bonjour, merci, et vous pouvez tous répondre à ma question. Alors, avant tout, la question est la suivante. Pourquoi parler de génocide? Alors, pour moi, il n'y a pas de débat sur ce point, et la question est la suivante. Pourquoi Israël est au-dessus de la loi, le droit international, la CIG, etc., ont émis
justement des ordonnances, etc. Tout cela existe déjà. Alors pourquoi est-ce que Israël continue justement à agir en dehors de la loi? Et ça, c'est une première question. Et puis, en fait, une question pour vous. Qu'est-ce que nous devrions faire, nous, société, nous, êtres humains, et en tant que Palestiniens, pour interrompre tout ça? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que, en fait, tout le système international a échoué. Tout le système international a échoué. Pas uniquement la Cour internationale, mais le droit international. Mais que faut-il faire? Alors, est-ce qu'ils doivent tous nous tuer? On doit les laisser faire? Merci. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Noura? Alors, bien sûr, en fait, parfois, je pense que, en fait, peu importe comment on l'appelle, on peut l'appeler par son nom réel, à savoir la Nakba, en fait, ou d'autres peuvent penser justement que c'est un concept, la Nakba. On a un terme pour ça, on sait de quoi il s'agit. Et la raison pour laquelle cela devient important, c'est indépendamment du nom qu'on lui donne, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont visées et atteintes, et on ne peut calculer la douleur, le malheur de chaque perte. En fait, j'ai vu la semaine dernière un jeune qui a été lancé d'un côté à l'autre, le corps d'une jeune fille qui a été divisé par deux du fait de l'impact de la bombe. On sait que les Palestiniens sont en train justement d'être soumis à des expériences au niveau des armes avec ces drones, etc. Ils sont en train d'expérimenter des armes sur les Palestiniens, et ce, pour alimenter le profit du système international. Et en fait, il faut absolument tenir compte de ces intérêts de société. Et ils ne doivent plus pouvoir étendre leur marché. C'est quelque chose d'incroyable, et cela, naturellement, ne peut être accepté. Et bien sûr, si on a une conversation politique, eh bien, la seule chose, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver après. Bon, ben, il faudrait les piéger, ceci ou cela. En fait, la réalité est la suivante. À l'heure actuelle, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'autre avenir s'il n'y a pas de redevabilité, de responsabilité pour ces crimes. Et nous, on voit les Israéliens qui s'amusent à tuer des Palestiniens, indépendamment justement des déclarations, des incitations, etc. En fait, ils font de la fête lorsqu'ils tuent des Palestiniens, mais même à la télévision, on le voit. Donc, il y a des familles qui vont vers la Méditerranée pour voir Gaza qui brûle. Donc, c'est quelque chose il y a quelque chose de maladif dans tout ça. Et nous, en fait, on les laisse faire. Non, mais il faut être redevable. Bon, j'écoute ce que vous dites, mais qu'est-ce que nous devons faire? Chacun, naturellement, se doit de s'interroger. Et en fait, moi, je rappelle au public que, en fait, on ne les abandonne pas, mais ils s'abandonnent eux-mêmes parce que toutes ces tueries ont lieu face à nous, et personne n'est à l'abri. Le génocide, c'est du suicide, et en fait, c'est ce que l'on voit très clairement aux États-Unis. En fait, nous avons des prévisions qui démontrent que la démocratie, probablement d'ici l'été, sera en fait tuée. Donc, je vous rappelle que ce qu'il faut faire, c'est nous protéger. En fait, un ordre a été établi après la Deuxième Guerre mondiale et s'est effondré, et plus personne n'est à l'abri. Et cela me rappelle que ça a déjà eu lieu lorsque, en fait, on a, évité en 1935 de répondre justement à l'occupation en Abyssinie de la part du fascisme. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue de faire ce qu'on peut, bien sûr, et on espère que des personnes prennent suffisamment charge de leurs enfants pour qu'ils nous rejoignent. Une question là, une là, et puis encore une autre là derrière. Désolé, mais le micro n'est pas allumé.
Alors, je souhaiterais poser une question aux organisateurs de ce colloque. Une question qui, pour nous, est importante au vu des conclusions auxquelles nous allons arriver demain durant la conférence de presse que nous avons organisée pour demain. Alors, tout cela a trait à quelque chose dont on a parlé en début de journée. Il ne s'agit pas simplement de responsabilité morale, mais de responsabilité pénale également. Responsabilité pénale qui, d'après moi, n'a pas uniquement trait à Israël, mais qui implique Washington, Bruxelles, Londres et Berlin aussi. Et nous devons essayer d'exiger et d'imposer aux tribunaux internationaux, mais aux tribunaux nationaux également, comme on l'a dit tout à l'heure, on devait, enfin, comme je l'ai dit, moi aussi, j'ai soulevé le cas du Rwanda auprès des tribunaux espagnols pour le Rwanda et des mandats d'arrêt ont été émis et on avait présenté également un dossier contre Israël qui avait été accepté. Et à la fin, le Parti populaire, lorsqu'il a remporté les élections, a supprimé un instrument juridique. Mais il y a des pays qui, la France, la Belgique, qui peuvent encore faire quelque chose. Mais il y a en fait un sujet important et j'aimerais savoir ce que vous en pensez et dans quelle mesure, jusqu'à quel point, en faisant appel à l'article 25.3 du statut de la Cour internationale, pénale internationale, jusqu'à quel point peut-on parler de cette complicité criminelle de ces collaborateurs nécessaires. Il y a peu de précédents. Oui, il y a Charles Taylor au Libéria, au Sierra Leone, qui est qui a été considéré en tant que responsable dans la mesure où il a fourni des armes. Il y a des pays, il y a des leaders européens qui fournissent des armes à Israël et qui permettent justement que l'on perpétue ces crimes de lèse-majesté et de lèse-humanité et de génocide. Alors, pourquoi nous, en tant que stratégie, ne souhaitons-nous pas justement présenter une requête aux tribunaux en ne parlant pas uniquement de la passivité de l'Europe? Eh bien, on a dit qu'on est en train de rien faire en Europe. Eh bien, non, on est en train de faire quelque chose. On a les mains ensanglantées, on est en train de commettre des crimes et ça, il faut le faire remonter auprès des tribunaux. I believe you refer to the Shrader case. J'imagine que vous faites référence au dossier Shrader. En 2002 ou 2006, j'ai travaillé sur ce dossier en Israël et puis je sais qu'il y a eu un procès en Espagne également. Une procédure, c'est l'affaire Shahad avec l'assassinat finalisé à Gaza. C'est à ça que vous faisiez référence? Oui, eh bien, la réponse est oui, bien sûr. En fait, comme l'a dit également le professeur Arakat, peu importe comment on l'appelle. En fait, ce qui est important, c'est de savoir comment mettre un terme à tout cela, qu'on le fasse au niveau national ou international. En fait, c'est même pas le concept de juridiction universelle qui entre en ligne de compte. Tous les États membres de l'Union européenne font partie du traité de Rome et donc peuvent poursuivre justement ces actes, donc en invoquant les responsabilités, bien sûr. Et encore une fois, comme l'a dit le professeur Arakat, cette déshumanisation. En fait, les victimes, ce sont les Palestiniens, certes, mais on voit également que on en revient aux Israéliens aussi, vu la manière dont ils traitent leurs propres otages. Et à la fin, bon, il y a l'effondrement de l'ordre juridique. Et tout cela, bien sûr, se répercutera sur chacun d'entre nous parce qu'on n'aura plus d'endroit où aller. Et on est en train d'assister, en fait, à l'effondrement de l'ordre juridique international après Nuremberg, après la guerre froide. Et personne n'est plus à l'abri. En fait, c'est pas si on ne met pas un terme justement à ce processus de déshumanisation, non seulement en Palestine, mais ici aussi. Mais le niveau national, naturellement, au sein des juridictions nationales, c'est l'endroit où il faut commencer. Je vais prendre une toute dernière question, là, oui.
poser vos questions parce que vous êtes tous conviés à venir manger à l'extérieur. Il faudra suivre l'équipe. Donc, on pourra encore en discuter et se poser toutes nos questions. Donc, la dernière question dans le fond. Thank you. Merci. Je m'appelle Rajurania. Je suis avocat et je suis le coordinateur de l'équipe internationale de la CPI et je suis avocat également en Espagne. Jusqu'à présent, et 67 Gazaouis ont été effacés de la face de la terre. Ils n'existent plus. 47 d'entre eux étaient des enfants. Gaza meurt de faim et la famine est partout. Ceux qui étaient à Gaza ont eu beaucoup de chance s'ils ont eu la possibilité de manger du pain et d'avoir du pain ou des denrées alimentaires pendant 2 ou 3 jours. De l'eau également, de l'eau propre. Eh bien, l'eau propre n'existe plus. L'eau propre n'existe pas. Il n'y a pas de médicaments, pas d'hôpitaux. Et nous, assistons à des meurtres en masse. 18 000, voire plus, enfants, je me dis bien des enfants, ont été tués depuis le 7 octobre. Et nous avons 14 000 et plus de femmes qui ont été tuées. 90 personnes n'existent plus à Gaza, ont été effacées. Et puis les personnes qui sont déplacées également, 8, 10, 12 fois même ont été déplacées durant 1 an et demi. And we are Et nous, nous sommes dans un endroit où la mort vient de toutes parts, du ciel, de la terre, de la mer, à chaque minute de la journée. Ce n'est pas un secret. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose que vous ignoriez jusqu'à présent. En fait, c'est repris par les télévisions en temps réel, minute après, à chaque minute du jour. Le président d'Israël, le 10 octobre, le 23 également, a dit qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza. Et il n'y a pas de discrimination à faire entre Hamas et les civils. Nous allons les attraper parce qu'ils sont tous criminels. Le Premier ministre Netanyahou a dit que les Gazaouis devraient être en dehors de Gaza, expulsés de Gaza. Et il a dit, lisez en fait sur mes propres lèvres ce que je suis en train de vous dire. Et Gallant a dit de manière simple, de manière symbolique, il a utilisé des mots clairs. Les Gazaouis sont des animaux humains. Il n'y aura plus de denrées alimentaires, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de combustible et plus d'électricité. Alors combien encore devront être tués, devront être blessés, devront être détruits Gaza. avant qu'on ne dise que c'est un génocide, ce qui est en train d'arriver à Gaza. On est en train de s'interroger sur ce point. Est-ce qu'on est en train de s'interroger sur le fait qu'il faut l'appeler génocide ou pas? Est-ce qu'on est en train de parler de ces faits incontestés et incontestables? L'Europe a dit
dès le premier jour, et les États-Unis aussi, qu'Israël a le droit à son autodétermination, à son autodéfense. Cette autodéfense, ce sont des criminels, des belligérants, des occupants qui sont en train de perpétrer un génocide et ont-ils le droit justement de s'autodéfendre? Eh bien, en fait, il faut que nous devons en fait tous, comment dire, que c'est la honte pour l'Europe, pour les États-Unis et pour Israël également. En fait, on est en train de supporter la loi de la jungle contre et à l'encontre des civils. L'Afrique du Sud, en fait, a présenté le dossier en décembre 23 de manière simple et claire. Et la Cour, le 11 janvier, a reçu le dossier et a dit oui. En fait, c'est un génocide plausible qui est en train de se produire à Gaza. Et 3 mesures ont été prises à titre précautionnel jusqu'à présent et le génocide se poursuit jour après jour, non-stop, 24 heures sur 24. Et maintenant, ça fait partie de nos vies. On doit habiter avec, on doit accepter que ça s'étende également à la Cisjordanie et est-ce que le conflit israélo-palestinien a commencé le 7 octobre? Ça fait des décennies que ça dure. Ça fait 57 ans que les territoires sont occupés. Against Gaza and it began with the blockade. On a commencé cette guerre avec un blocus. Ça fait 17 années de blocus sur Gaza à tous les niveaux, social et économique. Et la communauté internationale a essayé d'envoyer de l'aide, mais il y avait des blocus. Et ensuite, en 2009, 12, 17, 21, 22, 23, And we are arguing. ça a continué à se répéter et nous sommes en train de nous interroger et de débattre. Personne ne parle plus de la fin de l'occupation. Plus personne ne parle de la fin de l'occupation. Personne ne parle justement de cette occupation de la part d'Israël. Et nous sommes en train de faire du mal. Nous ne sommes pas de bonnes victimes. Les Palestiniens, en fait, sont en train de résister. Ils ont leur dignité. Ils ne veulent pas mourir dans le silence. Et là, en fait, c'est notre plus grande erreur. Je crois que discuter, débattre de manière pour savoir si, avec tout le respect que je vous porte, pour savoir s'il s'agit de génocide ou pas, eh bien, c'est complètement fourvoyant. En fait, il ne faut pas en parler. En fait, je n'ai jamais pensé que cette discussion aurait pris cette direction de la part de quelques intervenants que ce soit, parce que j'imaginais que le consensus régnait entre nous ici. En fait, nous sommes la crème de la crème des activistes en Europe. Alors, en fait, ces personnes devraient connaître par cœur ce qui se passe, connaître par cœur le droit et devraient encourager et avoir l'espoir pour être équipés et pour pouvoir disposer d'instruments supplémentaires pour promouvoir cette bataille. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce qu'on discute de ce qui est en train vraiment de se passer, génocide ou pas. En fait, je crois que les Gazaouis, effectivement, se rebelleraient contre cela.
C'est incroyable pour moi. En fait, même les standards minimums ne peuvent être remis en cause. Bien. Salle, malheureusement. Je suis en train de conclure. Tout ce qu'il faut faire est simple et clair. On a besoin naturellement d'état de droit. On a besoin de dignité. Et nous méritons la fin de l'occupation et la liberté. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes en train de défendre une cause juste et avec tout le sang qui a été versé, avec toutes les destructions, jamais, plus grand jamais, eh bien, nous n'allons renoncer. Nous allons continuer ce combat et nous allons continuer à alimenter l'espoir parce que nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire et tôt ou tard, eh bien, nous allons effectivement remporter notre bataille. Merci. Nos 4 orateurs et oratrices, et quand je vois les personnes qui se lèvent et qui vous applaudissent, mais ils ne m'entendent plus, mais vous pouvez m'entendre, je pense qu'on avait bien sûr un consensus, mais le but était de tailler nos flèches et d'avoir les bons outils, comme il disait, pour être plus fort dans cette lutte. Je vous remercie tous et toutes, et donc bienvenue pour un restaurant, un moment, voilà, et un petit mot logistique.